c'est l'été, même si on est déjà sur la fin. Mais bon, on va pas se laisser abattre et rester encore un peu dans l'ambiance pour aujourd'hui. Qui dit été dit plage, mers et océans. Et qui dit océan dit gigantesque monstre marin qui guette le meilleur moment pour vous bouffer. Vous avez compris maintenant de quoi on va parler, mais je préviens juste, aujourd'hui on va traiter de créatures mythologiques, donc pas de mégalodons. Même s'il y a le film En eau très trouble qui est sorti il y a pas longtemps. Je pense que je vais garder les dinosaures pour une autre fois, tiens. Bref, j'espère ne pas trop vous faire peur pour les dernières baignades de l'année. C'est parti, parlons de 3 monstres marins ainsi que de leur place dans la culture pop. Le Kraken, l'un des monstres marins les plus populaires du monde, qui en a fait frissonner plus d'un. Vous avez obligatoirement déjà entendu parler de ce poulpe géant qui a la capacité de faire couler des navires entiers. Personnellement, la première fois que je l'ai vu quelque part, c'était dans Pirates des Caraïbes 2, quand il attaque le bateau où est Will Turner après qu'il se soit échappé du Hollandais volant. C'est d'ailleurs, d'après moi, l'une des scènes les plus marquantes du film. Le Kraken est donc un poulpe gigantesque qui rôde dans les fonds de l'océan, attendant que des navires passent pour les agripper avec ses tentacules, les couler et dévorer les matelots à bord. Cette créature provient donc de la mythologie nordique, même si, contrairement à sa popularité, il n'apparaît jamais dans les sagas scandinaves. Après, ça ne l'empêche pas d'avoir pas mal de légendes qui décrivent la crainte qu'il procure. Pontoppidan est l'un des premiers à le faire dans ses contes. Il le décrit à la base comme un animal de la taille d'une île flottante, pas le dessert, dont le principal danger n'est pas, comme on pourrait d'abord l'imaginer, ses tentacules et son agressivité, mais le tourbillon qu'il provoque lorsqu'il s'enfonce dans l'océan. Pontoppidan nous raconte aussi que, malgré le risque que le Kraken représentait, les pêcheurs essayaient souvent de s'en approcher car les rumeurs disaient que la pêche était bonne là où ils se rendaient. Avec lui, on est plus sur une description du Kraken qui insiste sur son gigantisme plutôt que sur de réels faits, comme on peut l'observer par exemple justement dans Pirates des Caraïbes, ou dans pas mal de jeux comme dans Tomb Raider ou God of War. Mais nous, on veut savoir ce qu'il a concrètement fait, on veut des facts. Pour l'instant, on se dit juste qu'il doit être sacrément bon cuisinier à la romaine. Pierre-Denis de Montfort est un malacologiste français reconnu. La malacologie, c'est la branche de la zoologie pour les mollusques. Au début du 19e siècle, Montfort nous donne une explication à un événement qui a fait sensation 20 ans auparavant. En septembre 1782, 10 navires de guerre britanniques naviguaient sur les mers, lorsque soudain, le Kraken sort subitement des profondeurs, attaque les navires, puis finit par les couler avant de retourner là d'où il venait. Ceci est l'explication que Montfort a clamée sur tous les toits. Et désolé de vous décevoir, mais c'est complètement faux. C'était un penalty complètement raté pour lui, car tout le monde connaissait déjà la vraie explication de ces disparitions qui n'était due qu'à un simple ouragan. Montfort ne s'est jamais relevé de cet échec et il est mort totalement fauché en 1820. Ça pardonnait pas les fake news à l'époque. Bon, on a une légende sur le Kraken, mais on sait déjà que c'est du pipeau. C'est pas ça qui va nous impressionner. Nous, on veut du réel, on a dit. Je vais donc vous conter une autre histoire qui, elle, peut semer le doute chez certains. Cette histoire est celle du capitaine Jean Magnus Dens et de son équipage. Un jour, Dens naviguait sur l'océan Atlantique à bonne allure, les vents étaient de son côté. Soudain, le bateau s'est immobilisé sans raison. Dens jette donc une sonde pour comprendre ce phénomène, et celle-ci est descendue jusqu'au moins 200 brasses, ce qui équivaut à environ 350 mètres. C'est énorme. Il reste bouche bée. Le bateau ne peut pas être immobilisé par un rocher ou quoi que ce soit d'autre. Sa pensée est interrompue par les cris de terreur qui régnaient désormais sur le navire. De gigantesques tentacules s'étaient étendus sur le bateau. 2 d'entre elles emportent 2 marins jusque dans l'eau, tandis qu'un 3e se débattait tant bien que mal face à la monstruosité qui l'attaquait. Le sang de Dens ne fit qu'un tour. Il ordonna à son équipage de s'armer de haches et de couper les tentacules qui abordaient leur navire. Cette contre-attaque a marché, le navire est reparti, mais les 2 matelots emportés n'ont jamais été retrouvés et le 3e a succombé à ses blessures. En rentrant en port, Dens a décidé d'immortaliser son histoire en offrant un tableau la représentant à l'église Saint-Thomas de Saint-Malo. Fou, cette histoire-là, elle était dense, mais on a enfin eu ce qu'on voulait. Alors, vous le craignez un peu plus maintenant, le Kraken, hein ? Cependant, aujourd'hui, on comprend que ce que nos ancêtres prenaient pour des Krakens étaient peut-être seulement des calmars géants, donc pas des créatures folkloriques.
Mais bon, c'est justement ce sentiment de crainte-là que la pop culture veut nous transmettre depuis des années à travers les œuvres qui existent, à commencer par Jules Verne qui l'évoque en 1870 dans son roman 20 milieux sous les mers. Depuis, il apparaît régulièrement sous toutes les formes d'art. Au cinéma par exemple, il a souvent le même rôle, la même scène du kraken qui coule un bateau avec ses tentacules puis s'en va. Comme dans Atlantis, Un cri dans l'océan ou justement Pirates des Caraïbes. Là où c'est le plus intéressant et où on peut le plus exploiter son potentiel, c'est dans les jeux vidéo, même si c'est quand même très souvent un boss. Voici à l'image une liste non exhaustive de jeux où c'en est un. Certains jeux cependant, notamment ceux de combat en ligne, peuvent l'exploiter différemment en le mettant en tant que champion jouable. Dans les vidéos sur les chats et les chiens, souvenez-vous, je vous avais brièvement parlé de Smite. Et bah aujourd'hui, parlons de Paladin. Pour faire court, en gros, Paladin c'est le même principe qu'Overwatch, mais c'est gratuit. C'est d'ailleurs pour ça que j'y ai joué. Du coup, dans le jeu, il y a le champion Dredge qui a pour arme principale un kraken. Il a toute une panoplie de coups, et son attaque spéciale fait apparaître une zone où un kraken donne un gros coup faisant beaucoup de dégâts. Sinon, dans les autres jeux, c'est pas dans son rôle que son potentiel est utilisé, vu que c'est souvent un boss, mais justement dans la manière de le battre. Personnellement, le boss Kraken qui m'a le plus marqué est celui de Zelda Skyward Sword, qui est je trouve super kiffant à battre. Pour finir sur les jeux vidéo, j'ai juste envie de placer rapidement une ref au maintenant très connu easter egg d'Assassin's Creed 2, dans lequel lorsqu'on est dans la Santa Maria, si on active un levier puis qu'on attend 1 minute au bord de l'eau, une cinématique se lance où on voit le Kraken nager sous nos pieds, et si on effectue une seconde fois la manœuvre, son tentacule sort de l'eau devant nous. J'ai parlé là que très peu d'œuvres de pop culture qui traitent du kraken, car si je voulais tous les faire, ça prendrait une vidéo entière. Mais je vous assure que le poulpe est très bien représenté sous son aspect effrayant, et franchement, qu'importe où on le voit, ça laisse pas indifférent. Bref, je pense qu'on a fait le tour de cette première créature, mais avant de s'enfoncer encore plus dans les abysses pour parler de la deuxième, si la vidéo vous plaît et que vous kiffez la mythologie et la culture pop, n'hésitez surtout pas à mettre un pouce en l'air en dessous de la vidéo et à vous abonner. Allez, maintenant on plonge plus profond. On passe un sacré cap d'un coup là en parlant du Léviathan. Si le Kraken peut apparaître de temps en temps pour couler un bateau, le Léviathan lui est bien plus destructeur. Le Léviathan est une créature évoquée dans le christianisme. Pour vous donner un ordre d'idée, c'est un monstre colossal, un mélange de serpent, de dragon et de crocodile, qui, selon la légende, mesure au moins 300 mètres de long, soit plus de 450 km. On n'est plus sur le petit poulpe là. Il est connu pour être l'un des monstres primordiaux créés par Dieu dans la Genèse et règne sur les mers et océans. Personnellement, les premières fois que j'ai entendu parler du Léviathan, c'était dans les jeux vidéo ou BD dans lesquels Léviathan est le nom d'une arme ou d'une attaque. Et à l'époque, j'étais loin de me douter que c'était une créature aussi terrifiante. Mon plus vieux souvenir, je crois que c'était dans la BD Les Légendaires, qui est géniale au passage, dans laquelle l'épée de Razia s'appelle le Léviathan. Bref, revenons à nos moutons, comment s'est passée la création d'un tel monstre ? Pendant la création du monde, Dieu a voulu montrer sa toute-puissance aux espèces qu'il a façonnées. Il a alors décidé le 5e jour de créer 3 créatures qui domineraient sur le reste du monde. Nous avons donc Ziz, une créature ressemblant à un dragon qui règne sur les cieux. Béhémos, une créature ressemblant à un taureau qui lui règne sur la terre. Et enfin le Léviathan qui règne sur les mers. Et parmi les 3, c'est ce dernier le plus puissant de tous. Pour renforcer le sentiment de puissance du Léviathan, c'est aussi le seul des 3 à être agressif, Ziz et Béhémos étant pacifiques. D'ailleurs, à la base, il y avait 2 Léviathans, un mâle et une femelle qui formaient le couple de l'amour. Dieu a très vite remarqué son erreur d'en avoir créé 2, car il craignait que si ces 2 monstres s'accouplaient et développaient leur race, ils finiraient par régner sur le monde entier et le dévorer. La seule solution pour éviter ça était donc d'éliminer l'une des 2 créatures et la sentence est tombée sur la femelle. Un grand combat entre Dieu et le monstre a alors démarré, et le monstre était tellement puissant que même Dieu a eu du mal à le vaincre. Mais il est tout puissant, donc il a réussi. Mais avec cet acte, il attisa la colère du Léviathan mâle qui attend maintenant la fin des temps pour se battre avec Dieu. Le Tout-Puissant a ensuite récupéré la dépouille du monstre vaincu et utilisa sa peau pour créer un des vêtements pour Adam et Ève et sa chair pour faire un grand festin.
Pour revenir au mal laissé seul, même sans son semblable, il reste la créature la plus dangereuse de la planète. Et le fait qu'il ne sortira que lors de la fin du monde ajoute une crainte supplémentaire si, un jour, il est aperçu. En plus, il est impossible pour de simples humains de le tuer. Il possède une carapace impénétrable, dégage une forte chaleur qui fait bouillir l'eau, peut respirer et cracher du feu, et possède une haleine empoisonnée qu'il utilise pour tuer ses proies. Pour pousser son mythe un peu plus loin, au Moyen-Âge, on racontait que sa gueule était un chemin direct pour les enfers, et que, lors du jugement dernier, il irait avaler tous les non-croyants et les damnés pour les envoyer en enfer. Et c'est après avoir fait cela que Dieu descendrait sur terre le massacrer, et ensuite faire un grand banquet composé de la chair des deux Léviathans et du Béhémos avec les justes au paradis. Cette légende lui a donc attribué les surnoms de Bouche des Enfers ou Diable des Mers. Là, on ne peut pas contester le danger et la terreur que le Léviathan représente. Il est impressionnant. Pour représenter ça, la pop culture utilise régulièrement, soit comme je l'ai dit plus tôt, son nom pour une arme, une attaque ou quelque chose de puissant, soit classiquement comme le Kraken en tant que boss, soit de manière un peu plus créative. Par exemple, dans Devil May Cry 3, le gigantisme du monstre est mis en valeur car un niveau entier se passe dans ses entrailles et le boss est son cœur. Dans les comics, je trouve que c'est rigolo parce que dans l'univers Marvel, c'est une organisation soviétique maléfique et dans l'univers DC, c'est une organisation terroriste. Dans les deux cas, le titre Léviathan est utilisé pour représenter un ennemi aussi grand et puissant que toute une organisation. Il y a aussi le philosophe Thomas Hobbes qui a utilisé l'image du Léviathan, mais cette fois pour parler de l'État en 1651 dans son ouvrage Léviathan. Nom qui symbolise la puissance terrifiante à laquelle l'homme est soumis par l'État, avec qui il ne peut même pas imaginer se mesurer. Certes, là on s'est un peu éloigné de notre culture populaire, mais d'un côté ça reste de la littérature, et d'un autre je trouvais cette métaphore vraiment intéressante. Dans un tout autre art, c'est en musique qu'on peut souvent retrouver le Léviathan en tant que nom de groupe ou de chanson. Plutôt normal je pourrais dire vu que ça reste un nom à la fois stylé et qui donne de la prestance. Le Léviathan s'inscrit donc de plus en plus dans l'imaginaire commun grâce à ses apparitions régulières dans la culture pop, sans que ça dénature trop son image initiale. Il reste pour tout le monde un être, une représentation, une entité extrêmement puissante et dangereuse. Mais bon, ça vous dit de passer encore un cap ? On a commencé par parler du mignon petit Kraken, puis de l'imposant mais plutôt moyen Léviathan, et ben maintenant, je vais vous montrer ce que c'est qu'un monstre gigantesque. Allez, on grossit encore la bête. Je vous le dis direct, son surnom c'est le Serpent Monde, ce qui est assez significatif de sa taille, vous allez voir. Déjà, je vais commencer par essayer de bien prononcer son nom. M'en voulez pas si pendant cette partie, je l'appelle par des surnoms. Cette créature nous vient de la mythologie nordique, elle est aussi grande que dangereuse, le Jormungand. Le Jormungand est un serpent gigantesque, fils du dieu Loki que vous connaissez probablement grâce à Marvel, et de la géante Angrboda. Pour contextualiser avant de plus détailler, en gros le serpent fait le tour de Midgard, donc la terre jusqu'à se mordre la queue. Le surnom Serpent Monde est donc plutôt approprié vu qu'il fait la taille de la terre. Comme je vous l'ai dit, on a encore passé un cap par rapport au Léviathan. Je vous préviens tout de suite, j'en parle principalement pour avoir une logique avec les deux autres créatures, car il est quand même relativement absent de la culture pop, donc j'aurai malheureusement moins de choses à dire à ce propos. Sa légende reste quant à elle tout autant intéressante, laissez-moi vous expliquer. Le Serpent Monde est donc, comme je l'ai dit, le deuxième enfant de Loki et d'Angrboda. Je passe rapidement sur ses frères et sœurs car il est largement possible que j'en parle dans deux futures vidéos. Le premier est le loup Fenrir, connu pour avoir arraché la main du dieu de la guerre Tyr et pour avoir tué Odin lors du Ragnarok. Le troisième enfant est El, le souverain du royaume des morts. Peut-être que vous ne savez pas du tout ce qu'est le Ragnarok et à ce moment-là, la moitié de ce que j'ai dit est du charabia pour vous. Mais pas de panique, j'y reviendrai plus tard plus en détail. Bref, les trois enfants sont nés, mais Odin, le dieu des dieux, a directement compris le danger qu'il représentait et s'en est donc débarrassé. En ce qui concerne Jormungand, Odin l'a jeté au fond des mers de Midgard, le monde des humains, quand il n'était encore qu'un petit serpent. Ce dernier, lui, n'a cependant pas cessé de grandir jusqu'à faire le tour de la planète et se mordre la queue. Comme le Léviathan, ce n'est pas une créature super active, mais on a quand même quelques histoires autour de lui et la plupart du temps ça inclut aussi Thor, dont la plus connue qu'on va voir maintenant, la partie de pêche de Thor. Un jour,
Thor décide de partir pour une banale partie de pêche avec le géant Ymir. Le géant ne voulait pas donner d'appât au dieu, alors Thor a arraché la tête de l'un de ses bœufs pour l'utiliser. Ils ont ensuite ramé jusqu'au lieu habituel de pêche, Ymir ne voulant pas aller plus loin par peur du serpent-monde. Mais Thor, intrépide, lui a ordonné de continuer à ramer. Arrivé au spot, Thor prépare sa ligne, attache la tête de bœuf au bout et commence à pêcher. Mais peu après, l'appât se planta dans le palais du serpent, le faisant remonter à la surface. Le dieu n'a pas peur pour si peu et tente de le frapper avec son marteau Mjolnir. Mais Ymir, pris de panique, coupa la ligne pour laisser s'échapper la créature. Certains racontent que sur le chemin du retour, Thor a tué le géant pour diverses raisons. Ce mythe de la partie de pêche est très populaire, même si personnellement je le trouve pas si palpitant. Genre la rencontre entre Jormungand et Thor est vraiment brève et ça ne raconte pas grand chose. Ce récit permet par contre de bien mesurer la peur qu'inspire le serpent, sauf quand il s'agit de dieux comme celui du tonnerre. D'ailleurs, j'en profite maintenant, mais si vous voulez en savoir un peu plus sur comment est composé le monde nordique, j'avais fait une vidéo à ce propos il y a quelques temps. Bref, Jormungand, lui, apparaît pendant un autre événement de la mythologie, peut-être le plus connu, le Ragnarok. Le Ragnarok est, dans la mythologie nordique, la fin du monde en gros. Il commence par un long hiver qui dure 3 ans, puis une grande bataille a lieu pendant laquelle la plupart des dieux, géants et humains mourront. L'hiver n'est pas là par hasard, car il est tellement rude que le serpent-monde commence lui aussi à pas être très bien au fond des océans. Il lâche donc sa queue et remonte à la surface. D'ailleurs, c'est surtout lui l'élément déclencheur de tout ce qui se passe ensuite, parce que je vous rappelle qu'on l'appelle serpent-monde à cause de sa taille. Donc, en sortant, il provoque des tremblements de terre dans tous les royaumes, ce qui libère Loki, son père, et Fenrir, son frère, entre autres. Fenrir s'occupe de tout dévorer et brûler sur son passage, pendant que Jormungand empoisonne les océans, les terres et l'air. Celui qui sera l'ennemi du serpent durant cette bataille est bien évidemment de nouveau Thor, et ce duel coûtera la vie au monstre, vaincu, mais les blessures du dieu sont tellement importantes qu'il meurt à son tour au bout de 9 pas. Ouais, le Ragnarok, c'est vraiment pas un mythe rigolo à raconter, même si c'est un terme souvent utilisé pour rendre quelque chose un peu plus classe. Jormungand, lui, est par contre pas si coté dans la culture populaire. Faut dire, ça doit pas être si simple d'intégrer un personnage pareil. On a quand même évidemment droit à un combat entre Thor et lui dans les Marvel Comics en 78 et en 87, mais par exemple, il n'est jamais apparu dans le MCU. Sinon, on peut pourquoi pas parler du mangaka Keitaro Takahashi, qui a utilisé le nom du serpent-monde pour son manga, mais ça ne parle pas du tout de Jormungand, c'est juste le nom qui est utilisé. Et pour finir, tout comme le manga, il y a pas mal de jeux vidéo qui utilisent l'appellation Jormungand pour des créatures ou technologies ou quoi. Je vous avais prévenu, on a moins de références pour lui. Mais bon, bonne chance pour faire plus gros. On a assez plongé maintenant, remontons à la surface. Alors, toujours envie d'aller se baigner ? Vous l'avez remarqué, on y est allé progressivement dans la taille et le danger. Je trouvais que ça passait plutôt bien. De base, on a peur que du Kraken parce que c'est le plus connu et aussi forcément le plus représenté aujourd'hui. Mais il n'y a pas que de lui dont on doit s'inquiéter. Et c'est marrant de voir que paradoxalement, plus la bête est grosse, moins on la voit. Dites-moi vous, qui vous préférez entre le poulpe, le dragon ou le serpent ? Et n'hésitez pas à me dire si j'ai fait des erreurs dans la vidéo ou oublié des références. On se revoit bientôt, regardez bien sous vos pieds. Bisous.